John Cusack, interprété par Bruno Such, chapitre 3. Identity de James Mangold a été sa seconde expérience avec John Cusack. Son choix ne s'était pas porté au hasard. Ses recherches l'avaient amené à découvrir la liste des metteurs en scène pour qui l'acteur américain avait joué. Bien évidemment, il n'en connaissait aucun, ou très peu. Cameron Crowe, Roland Joffé, Harold Baker, Robert Altman. Tous ces noms étaient des inconnus pour lui. Même si le site officiel de l'acteur en conseillait certains plus que d'autres, Michel avait flashé sur Identity. Ce petit thriller l'intéressait. En plus, c'était un film pas trop ancien, post-années 90, ce qui avait son importance. Michel peinait à suivre un vieux film, une sorte de réflexe immédiat. Le scénario se rapprochait des 10 petits nègres d'Agatha Christie, une réunion de 10 personnes dans un motel perdu au milieu de nulle part où les personnages vont mourir les uns après les autres de façon mystérieuse. De quoi créer une ambiance policière qu'il aimait particulièrement. Et puis surtout le titre, Identity. La sonorité l'amusait. Lui, si loin des langues étrangères, prenait plaisir à prononcer ces 4 syllabes. Identity. Michel se marrait en s'inventant des conversations imaginaires. « Tu fais quoi ce soir ?» dit-il. « Je regarde Identity », se répondit-il en prenant un accent anglais caricatural. En rentrant chez lui, il variait les plaisirs et découvrait une multitude de prononciations aussi fausses les unes que les autres. Parfois, il insistait sur le « dent » en élevant sa voix. Mais son effet préféré était de terminer la dernière syllabe avec une voix bien puissante, en accentuant le « ti » par « taille ». Identity. Comme un Jackie Chan de pacotille, il exécutait la pose du dragon en hurlant le nom de guerre. Identity. Tout à coup, Michel eut peur. Il prenait conscience de son emballement soudain. Hier encore, il ne connaissait rien de John Cusack et le voilà envoûté par lui d'une manière intrigante. Il se rendait compte que depuis la veille, il ne pensait qu'à lui. Il avait mis de côté tous ses tracas quotidiens, ses problèmes de boulot et autres lessives à faire. Mais qu'est-ce qui pouvait l'amener à être séduit par le bel homme ? Premier point, il le trouvait effectivement beau. Michel considérait qu'un homme avait le droit de trouver une personne du même sexe attirante. Il n'avait aucun complexe vis-à-vis de cela et ne se cachait pas de le dire. Sûr à 200% de sa sexualité, il n'éprouvait aucun mal à avouer que tel ou tel homme était beau et méprisait par la même occasion ceux qui le chambraient là-dessus. De ce fait, il était apprécié par les femmes. Non pas pour son physique, somme toute banal, ni trop beau, ni trop laid, mais pour les avis partagés sur certains hommes. Grâce à cela, il devenait le temps d'une soirée un membre masculin d'un groupe exclusivement féminin. Donc, Michel trouvait John Cusack beau. Celui-ci n'avait pas la carrure classique de l'effet antique, mais il possédait un certain charisme qui l'enviait. Pour se le prouver, il suffisait de regarder les partenaires de John dans High Fidelity. Lisa Bonet en premier. Michel dut confesser une attirance physique pour cette actrice qu'il découvrit en même temps que son idole du jour. Le type de femme qui le faisait fantasmer et qui répondait à tous ses critères de beauté. Une silhouette animale avec une chevelure sauvage. Ah, il aimerait pouvoir passer sa main sur la peau métissée de Lisa, lui lécher l'épiderme, l'arroser de chantilly, la dévorer avec gourmandise. Michel n'avait pas fait l'amour depuis quelques semaines. Depuis sa rupture avec Pascal et jusqu'à maintenant, il appréciait une certaine forme du célibat et ses plaisirs solitaires. Mais la pensée de Lisa Bonet lui remonta le moral et bien autre chose. Bien que tout cela soit du cinéma, Michel n'était pas stupide, il avait l'intime conviction que pour la crédibilité de l'histoire, le réalisateur ne pouvait attribuer une bombe sexuelle comme Lisa Bonet à un acteur dont le physique n'était pas à la hauteur. Pour être sûr de sa théorie, il énumérait dans sa tête un bon nombre d'exemples. Mais son expérience de cinéphile limitée au film du dimanche soir l'empêchait concrètement de trouver de quoi alimenter ses pensées. Tant pis, il était sûr de lui et de la beauté de John Cusack. Deuxième point. John était bon acteur. Ça, c'était flagrant. Il y a bien longtemps qu'il n'avait pas été aussi convaincu par le jeu d'un comédien. Son goût allait pour le jeu naturel, sans effet. Il fuyait tous les films où les acteurs en font trop et détestait ça. « T'as aimé le dernier Lucchini ? Lequel ?
celui où il jouait un bisexuel. Ah oui, guignol, je n'ai pas vu la fin, ça m'énervait. John ne forçait pas son jeu. Il était naturel et pour Michel plus humain, et surtout plus crédible. Dans High Fidelity, l'acteur se livre souvent devant la caméra pour faire part de ses états d'âme. Et il le fait de la manière la plus simple qu'il soit, sans fioritures, sans effet de manche. Une impression de confidence telle qu'on a le sentiment d'être l'unique interlocuteur. John Dillinger a été descendu derrière ce ciné par la FBI. Vous savez qui l'a balancé ? Son enfoiré de copine. Lui voulait simplement voir un film. Troisième point. John était intelligent, c'était sûr. Michel en était convaincu. Allez savoir pourquoi. Michel avait cette intuition et cela lui suffisait. Fort de ses arguments, il comprenait mieux pourquoi en moins de 24 heures il se sentait transporté par cet acteur. Mieux qu'un médicament, il l'avait sorti de son état de pomme de terre cuite comme il se définissait étant malade, et il lui en était reconnaissant. Et puis si cela lui faisait du bien, pourquoi s'en priver ? À quoi ça sert que je me prenne la tête ? Je connais des gens qui, quand ils ont le blues, écoutent du Céline Dion. Ce n'est pas nouveau ça. Et pourquoi faudrait-il que je me justifie ? Tous les préparatifs pour une bonne soirée vidéo étaient là. Fauteuil bien agencé dans le salon, face télévision. Petite lumière, pas trop agressive derrière l'écran. Il ne supportait pas le reflet d'une lampe dessus. Une bière fraîche accompagnée de quelques petits gâteaux apéritifs sur un plateau à hauteur de main. Télécommande sur le rebord du fauteuil. Tout était là. Prêt à partir avec John pour une nouvelle aventure. Michel, délicatement, sortit la cassette de son boîtier. Précautionneux comme avec un trésor, il l'inséra dans le magnétoscope et appuya sur lecture. Il rejoignit son fauteuil à toute vitesse, avala une première gorgée de bière et attendit. Il attendit un moment. Il ne s'inquiéta pas trop car il savait que les cassettes achetées ne faisaient pas démarrer le film en début de bande. Généralement, un écran noir fait surface, puis apparaît le logo de l'éditeur. Ensuite, ce sont les avertissements habituels sur la contrefaçon, etc., etc., que Michel connaissait par cœur et qu'il relisait à chaque fois avec la même intention. Parfois, il y a des bandes annonces sur les prochaines sorties vidéo. Michel attendit donc. Et rien. Toujours l'écran noir. Inquiet, il vint vérifier les branchements de sa télé. La prise Péritel était bien connectée. Pas de faux raccord en vue. Michel, alerte, se dirigea vers la télécommande du magnétoscope et appuya nerveusement sur la touche avance rapide avec quelques premiers jurons salés. Rien. L'écran restait noir. Pas d'image du film. Helplessly hoping her harlequin, others nearby, awaiting a word. Gasping at glimpses of gentle true spirit, he runs, wishing he could fly, only to trip at the sound of goodbye. Wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries, did he hear a goodbye?